Voilà. Donc je vais, animer cette table. Je dirai d'abord quelques mots moi-même. Ensuite, on passera à la table, mais on ne va pas suivre, l'ordre alphabétique indiqué dans le programme, comme je l'avais annoncé d'ailleurs pour des raisons pratiques. Parce que, vous voyez, Antonio Kiné est marqué dans cette table, mais il se trouve qu'il est dans un séminaire, au nord du Brésil et qu'il nous a fait savoir qu'il ne pourrait pas se connecter avant 17h30. Donc, il faudra bien sûr que, Nieve González, dans la dernière table, lui fasse une petite place. Et puis il y a Louis Siskovic qui va être dans cette table, lui, cette fois, mais il est aussi occupé dans un séminaire et il ne pourra se connecter qu'entre 16h30 et 17h. Donc il faudra que je veille à son apparition sur l'écran pour lui donner la parole. Ce qui fait que je vais d'abord parler un petit peu, puis je donnerai la parole à Leonardo Rodriguez, d'Australie donc, et on écoutera cet autre bout du monde et Leonardo était là, bien bien là, à cette époque. Alors personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec Carmen, mais en fait je ne l'ai pas connue à son arrivée à Paris. Je l'ai connue un peu plus tard. Au fond, j'étais de la génération d'avant, par rapport à elle, du point de vue des générations, analytiques et donc je l'ai connue un peu plus tard et pour moi, elle était dans les jeunes, comme on dit maintenant. Alors, heu, ce qui m'a toujours frappé, si je m en y pensant, je retenais un trait de Carmen, heu, qui est de tempérament peut-être, mais le tempérament est toujours ordonné par la structure. Eh bien, heu, Carmen était quelqu'un qui me frappait, elle n'avait pas peur. Il y a tellement de sujets qui tremblent, de tas de choses. On a d'ailleurs employé le mot traumatisme pour ce que nous avons traversé. Carmen n'avait pas peur, alors que beaucoup étaient, à la fois dans la surprise, l'angoisse, le traumatisme, comme on dit. Bon et il y avait des raisons de l'être, hein, puisqu'on était dans une époque, dont on qu'on se représente plus quand on n'y était pas. C'était un régime de terreur. Terreur, les bas-fonds analytiques se sont manifestés, si je puis dire. La bassesse, le mensonge, l'hypocrisie, les abus, les coups bas, les intrigues, enfin tout, tout, tout y est passé et dans ce contexte, pour Carmen, parler de courage s'impose, mais c'est même trop faible. Elle semblait ne pas connaître la lâcheté commune, Carmen. C'était pour moi une chose qui m'a toujours, que j'ai trouvée remarquable chez elle et j'ai gardé une image qui est pour moi le symbole de cela et qui est un moment, crucial, c'était sur la fin de la crise. Au fond, les jeux étaient déjà faits. Je crois que c'était la dernière assemblée ordinaire de l'AMP. C'était la fin de cette époque de terreur et dans cette assemblée, Miller a recraché à nouveau toutes ces calomnies pour justifier ce qu'il avait fait et libéralement nous a passé la parole. Nous, c'est ceux, qui sortaient et qui ont fondé l'IF, n'est-ce pas? Et ça a été un dans le public, dans notre public,
un moment comme de sidération, en tout cas de silence. Personne n'a rien dit et j'ai vu Carmen, qui était à quelques rangs devant moi, commencer à s'agiter sur son siège, à se tourner vers l'un, vers l'autre, à dire: «Mais enfin, vous ne dites rien, il faut parler, il faut dire quelque chose, il faut répondre» et finalement, elle a été la seule à lever la main et pour dire quoi? Pour rappeler quelques grands principes de l'éthique institutionnelle. Bon, alors, bien sûr, le silence peut toujours se justifier, mais j'ai vu en tout cas là, en effet, comme Carmen était une combattante, vraiment une combattante. Et si on se demande quelle combattante elle a été, en dehors de la politique générale que Marc a rappelé, elle a été une combattante de la politique institutionnelle. Mmh, et au fond, combattante, aussi bien dans le monde que dans la psychanalyse, contre toute dictature. C'était ça sa bête noire dans l'institution. Alors à cet égard, elle est un exemple. Elle reste, je pense, pour nous, c'est pour ça aussi, il y a l'affection, mais il y a aussi, heu, le fait qu'elle reste un exemple quant à l'orientation, quant à l'orientation. Je dis bien parce que par ailleurs, bien sûr, Carmen était comme chacun d'entre nous. Elle faisait des erreurs, ça lui arrivait. Elle avait des partis pris parfois. Elle avait ses symptômes, n'idéalisons pas non plus, mais il y a une chose de certaine, pour moi en tout cas, c'est qu'elle n'était pas butée. Elle n'était pas butée et du de ce fait, heu, son caractère de combattante sans concession, décidée, allait de pair avec une possibilité de souplesse, avec le temps. Alors bien sûr, on peut se demander si ça tient à la féminité, au rapport au S de grand tabaret que, Maria-Thérèse évoquait. Chacun pourra, là-dessus développer, ses considérations. Mais enfin, c'était précieux aussi. Alors voilà, je voulais dire ces quelques mots et je vais, sans attendre, passer la parole à Leonardo, que j'aperçois en bas de l'écran, Leonardo Rodriguez, qui donc, est de Melbourne, en Australie. Je vous passe la parole, Leonardo? Mais Muchas gracias, prefiero hablar en español. Am, Muchas gracias, Colette, por su invitación y la oportunidad de decir unas pocas palabras en homenaje a nuestra querida Carmen. Nos conocimos hace más de 35 años, en los tiempos de la AMP, y ya entonces fue ella para mí única, por su estilo, por su generosidad, por su bondad. Aun cuando en nuestras conversaciones se tratase de criticar a algún otro, amigo o no, siempre era justa, siempre respetuosa. Pero más que criticar, le gustaba trabajar, analizar, investigar, organizar. Fuera lo que fuese, lo hacía de buen gusto, lo que era contagioso para quienes tuvimos el privilegio de conocerla y trabajar con ella. Porque trabajar con ella nunca fue pesado para mí y siempre se trataba de hacer lo mejor posible, nunca de hacerlo pronto para sacárselo uno de encima. Oui, Recuerdo sobre euh, todo las largas jornadas, s'il vous plaît, cuando... s'il vous ¿Sí? plaît, heu, je je peux me permettre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vérifier que dans les options de sous-titres,
il Yeah. est bien affiché que votre langue parlée, c'était l'espagnol. Donc c'est dans le soit dans le menu plus, soit dans le menu CC. Vous voyez Ah, le menu CC? sí, Cliquez sur le petit accent circonflexe qui est à droite sí, et yeah. regardez dans la liste, il y a ma langue parlée. Est-ce Yeah, que vous sí. aviez est-ce que c'est bien mis espagnol? No, francés. Mettez espagnol, la traduction sera meilleure pour nous. Ça ne change pas. Pour ce que nous allons lire dans les sous-titres, cela va changer, je pense. Vous voulez dire que vous n'arrivez pas à sélectionner? Il faut cliquer No. sur langue espagnole? Oui, oui, mais ça ne change pas. Sí, Ah, sí que cambia. bon, bah écoutez, si ça ne change pas, peut-être, oui. Bon, bah écoutez, laissez comme ça et continuez. Je vous remercie d'avoir regardé en tout cas. Merci. Eh, decía entonces, recuerdo sobre todo las largas jornadas cuando creamos la Internacional de los Foros y luego la escuela, cuando no todos los minutos ni las horas fueron placenteros. Es posible que la haya conocido yo y trabajado con ella en cosas que le gustaban, pero mi impresión ha sido siempre que Carmen era así con todo y con todos, que para ella los problemas fueron inventados para ser resueltos, al menos para que uno intentara resolverlos. Y el que demandaran esfuerzos no significaba que hubiera que abandonarlos sin resolver. Cuando creamos y organizamos la Internacional de los Foros y luego nuestra escuela, muchos pusieron el hombro, muchos de los que están acá. Carmen puso no solo el hombro, sino toda su cabeza, incansablemente, sin quejas ni desaliento. Si no menciono sus defectos, que los habrá tenido como cualquiera, es porque no los he conocido durante todas esas horas y días enteros pasados en Rue d'Assas y en cafés de París, escribiendo, corrigiendo y volviendo a corregir documentos que fueron dando forma a nuestro trabajo común. La invitamos a que viniera a Melbourne y nos enseñara lo que sabía, hace más de 20 años ya. Invitación que aceptó sin poner ninguna condición. Y lo que sabía era mucho, de lo que no hacía ostentación. La ignorancia docta y la humildad siendo sus reglas. Ella misma ávida de aprender lo que hubiera que aprender alrededor de sus ponencias teóricas y especialmente de las discusiones de casos clínicos, en lo que realmente era una maestra. Su vida, su trabajo, su amistad son para celebrar. Sin Carmen Galliano, hoy el mundo es más pobre. Gracias. Ton micro, Colette. Ben, je l'avais coupé pour pas faire d'interférence. Alors, en écoutant Leonardo, je pensais à Lacan qui, au fond, quand il parle de l'éthique, évoque aussi le style de vie de l'analyste. Parce qu'on est en train de parler de Carmen et son style de vie en tant qu'analyste, hein. Donc, c'est assez du coup, on peut parler de beaucoup d'aspects, pas seulement de ce qu'elle a fait. On parle de ses textes, bien sûr, c'est capital, mais aussi de sa façon, de mener sa vie, en tant que psychanalyste. Alors maintenant, c'était une simple remarque, je vais passer la parole, est-ce qu'on va changer de continent? Mais oui, on va peut-être je vais passer la parole peut-être à Mario Binasco et après je reviendrai vers la Colombie avec Patricia Muñoz. Mario Binasco, oui, je vous vois. Donc, à vous, si votre Merci. micro
fonctionne. J'ai éteint le mien. Ça fonctionne. Oui. Bien, merci beaucoup à tous pour cette occasion. Alors, j'ai pris au sérieux ce que Colette nous avait indiqué comme méthode, disons, hein, et comme forme de cet hommage. Et donc, je n'ai pas préparé comment ça se dit, d'exposé ou des choses comme ça. Elle a insisté aussi sur un certain côté d'improvisation et je m'y suis tenu. Alors, l'hommage que je fais à Carmen aujourd'hui, hein, en public, disons, c'est le même que je fais à Carmen depuis beaucoup de temps, depuis que s'était passé le petit épisode. Attendez un Tout à- petit instant, je vois que quelqu'un Oui, lève la main. C'est Marilyn. Est-ce que c'est une erreur? Oui, semble-t-il, personne ne répond. Donc, excusez-moi. oui. Oui, c'était une erreur. Bien, errare humanum est. Non, c'était une erreur. Oui, Donc, c'est ça, justement. oui. C'est ce qui est humain. Alors, je disais, il y a un petit épisode hein, qui s'était passé privé, disons, dans une conversation personnelle privée avec Carmen, qui m'est resté toujours à l'esprit hein, et que je vais vous raconter. C'est toute petite chose, mais je vous explique pourquoi ça m'a toujours frappé et bon. Et je lui rends hommage toujours dans ma tête hein, pour cela. C'était il y a 20 ans, ou un peu plus que 20 ans en tout cas. On était déjà dans le temps des forums, hein, le temps où j'ai commencé à avoir des occasions pour la fréquenter plus qu'avant, disons. Ouais. Parce que avant, c'était le temps où on était des camarades dans une œuvre commune, des véritables camarades. Avant, ce n'était pas, à l'AMP, etc., ce n'était pas la même chose. Alors, c'était un moment où, comment dire, on était venu dans notre conversation. D'abord, elle m'avait raconté un peu de sa vie. Hein, et justement, euh, euh, elle m'avait parlé aussi de son engagement politique et de la question de sa prison, etc., comme Marc a rappelé. Non? Et je crois que ça, c'est très important parce que ça a contribué, comment dire, m'a fait immédiatement percevoir Carmen comme quelqu'un qui, comme disait peut-être Colette, n'avait pas peur, mais au sens que c'était quelqu'un qui payait de sa personne, qui était dans l'engagement, hein, comment dire, était l'engagement, un engagement payé, comment dire, comment je peux dire, hein, et donc, ce qu'elle pouvait dire, non, les raisonnements qu'elle pouvait faire, etc., avait toute la marque, comment dire, hein, de comment dire, de ce plus qu'investissement.
c'est un investissement, bien sûr, mais où quelqu'un payait. Hein. Et donc, elle n'était pas quelqu'un qui pouvait dire beaucoup de choses, comment dire, très justes d'ailleurs, sur le monde, sur la psychanalyse, sur la politique, sur la culture, dire beaucoup de choses comme ça, aussi sur les maux du monde, etc. Mais, comment dire, tout en restant dans une position assise dans son fauteuil avec son verre de whisky, etc., enfin, faisant de la conversation. Ce dont elle parlait, ce qu'elle disait, etc., vraiment, on avait l'idée que c'était quelque chose qu'elle avait vécu. C'est-à-dire que ça faisait partie de son drame de vie. Donc, d'autres ont souligné ce rapport avec la vie. Hein, et donc, les côtés, je dirais, je percevais dramatique de la vie, c'est-à-dire ce qui rend la vie d'ailleurs intéressant et digne d'être vécu et défendu aussi. Hein. Euh, parce que souvent, on parle souvent, par exemple, d'enjeu. Nous sommes habitués, c'est un mot que nous utilisons souvent. Je crois que souvent, nous risquons d'utiliser, d'employer ce mot pour dire, bon, qu'il y a quelque chose à gagner hein, dans ce que nous faisons, dans ce qui nous préoccupe, dans notre action. Bon, il y a quelque chose à gagner et ça, c'est l'enjeu. Hein. Et bon, si on le gagne, c'est bien. Si on ne le gagne pas, bon, on le gagnera peut-être. Non? Mais on oublie facilement que l'enjeu, à mon sens, c'est quelque chose non, qui se joue justement dans un drame. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut gagner, mais si on ne le gagne pas, on le perd. C'est dans ce sens que je disais. Il y a quelque chose qui se perd, qui est perdu. Et donc, cela fait l'urgence hein, de s'engager hein, dans l'œuvre, hein, dans le rapport avec, dans notre rapport avec cette cause. Hein, avec ce réel finalement. Hein. L'enjeu, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Et là, on perd quelque chose. Et dans la façon dont Carmen parlait après, bon, aussi dans les choses qu'elle a écrites, hein, de la politique, il y avait toujours cela, ce qu'elle disait sur le capitalisme, etc., avait toujours cette marque hein, que ça déshumanisait. Hein, c'était quelque chose qui faisait perdre hein, aux humains hein, quelque chose hein, d'essentiel. Hein, elle utilisait des mots aussi importants, disons. Alors, cette fois-là, dans cette conversation où elle est, comment dire, elle m'avait parlé aussi un peu de son histoire comme ça, politique, c'était un moment dans le monde où je lui ai fait part un peu de mes préoccupations, hein, surtout en sachant, en voyant qu'elle était quelqu'un de la du marxisme, du communisme de la vieille école. Vieille école, c'est bien, c'est positif pour moi, au sens que, comment dire, c'est quand les communistes, les marxistes, etc., étaient préoccupés, concernés par le réel, hein, où il s'agissait d'individuer et de trouver hein, les bases réelles des
des choses, des phénomènes, de sociaux, etc., où l'on se trouvait, hein, dans lequel on se trouvait à agir. Et ça vaut évidemment pour le psychanalyste aussi. Et chez Carme, c'était assez évident. L'analyste, c'est toujours quelqu'un qui quand même s'interroge sur la façon dont il est placé, hein, dans les pratiques, dans les choses, dans les événements, les phénomènes dont il parle. Et il est placé là-dedans, il peut être parfois complice, il sait qu'il peut très bien aussi ne pas être à la hauteur toujours de percevoir quel est justement le réel, hein, en jeu dans la chose, hein. Et Lacan nous a beaucoup aidé sur cela, hein. Mais pour elle, ça c'était. Alors je me souviens, c'était un temps, par exemple, où en Italie, le, le, il y avait le parti de la refondation communiste, hein. Donc, il n'était pas le vieux parti communiste qui était devenu le parti démocratique et qui s'était, disons, transformé dans une espèce de parti radical de masse, disons. Mais le parti de la refondation communiste avait commencé à prendre, comment dire, la voie euh, des nouveaux droits, enfin, ce type de discours, hein, comme, euh, comment dire, comme si en y voyant dire, les nouvelles formes d'oppression, enfin, en faisant un peu, on va dire, le surf, disons, sur ces mouvements comme ça, mondial, enfin, autour de ces questions, de ces droits. Euh, et elle, je me souviens qu'elle m'a dit, en souriant, hein, riant, donc de bonne humeur, hein, mais elle m'avait dit, ah, je dis toujours à mes amis, à mes camarades, hein, euh, que, que leur engouement, comment dire, pour cette voie, disons, hein, les nouveaux droits, etc., les nouveaux droits, bon, sont de côté, mais que leur engouement, hein, pour cela, ils ne se rendent pas compte que ça, c'est la forme, le visage, la face du capitalisme, hein, de ce que le capitalisme produit dans notre société, hein, dans notre politique, hein, où l'on propose justement une jouissance, des jouissants, à jouir de ces figures nouvelles de droit, etc. Et bon, mais que ça fait partie justement de la marchandisation de l'humain, etc., etc. Bon, je vais vite comme ça, c'est pour dire le sens. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que moi, j'avais osé à peine dire quelque chose à elle sur mes préoccupations qui allaient dans ce sens, hein, et donc dans le sens d'un évidement du réel, de fuite devant le réel en jeu dans les choses. Et, et elle venait à ma rencontre, elle me disait, comment dire, elle était tout à fait d'accord avec ça, et elle me disait qu'elle essayait d'expliquer bon, à ses camarades, etc., précisément cela. Donc, Oui, je mais termine, oui, Mario, oui, est-ce que ce ne serait pas des sujets où on pourrait penser qu'elle se trompait? peut-être, mais Parce que c'est des points qui se débattent, qui se discutent, oui, c'est ça, hein? Voilà, mais, donc elle mais, était mais prête à débattre avec vous, elle était sur les mêmes préoccupations, oui, avec son opinion politique, oui, mais c'était, oui, oui, ben, bien voilà, sûr, mais bah, c'était une opinion, disons, qui était quand même un jugement, je le dis de façon générale, mmh, assez en général,
Mais c'est un sujet, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet sur lequel le fait de repenser à ça, hein, et à Carmen, Oui, ce qui m'a décidé à m'appliquer, comment dire, sur cela, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment travailler, parce que les jugements justes, disons, on y arrive, il faut travailler pour y arriver. Ce ne sont jamais donnés à l'avance. Donc, je suis bien d'accord que c'est quelque chose, les erreurs, comment dire, on peut les juger comme telles, suite d'un travail, évidemment. Sinon, c'est seulement des préjugés. Sinon, on reste dans des préjugés. Et dans notre monde, chose que Carmen percevait très bien quand même, hein, je ne veux pas mettre ça sur le compte de certaines opinions. Hein, j'ai souligné le réalisme que j'ai reconnu oui, au niveau aussi du rapport avec la psychanalyse. Hein. Comment dire, dans notre monde où il y a comment dire, une suggestion, un assujettissement au discours courant, hein, que les médias, etc., hein, font rebondir. On est dans le royaume, dans le règne du préjugé, oui. Et cela, dans les pratiques de relations Oui, politiques. Mario, il faudrait vous Oui, arrêter parce oui, que mais oui, je crois, j'ai dit l'essentiel de ce que d'accord, je veux d'accord. dire. Mais je dis que donc, je crois que là, ce que vous avez souligné, certains, hein, sur un rapport avec la vie, sur la psychanalyse et la façon, son implication, hein, euh, là, vraiment, je crois que sur cela, si on relit un peu les choses que vous avez dit, on retrouve ça. Hein. Pour moi, ça a été très important personnellement. Hein, et comment dire, je vous remercie de m'avoir fait repenser à ça, hein, de Mhm. façon critique, disons, thématique, parce que ça m'a décidé à m'engager effectivement sans trop de peur. Bon, comme vous invitez implicitement à faire, non, sur, Bon, sur le travail sur cela. alors je crois que Louis n'est pas encore connecté. On a certainement le temps d'écouter maintenant encore, avant de voir arriver Louis Siskovitch, Patricia Munoz de Medellín en Colombie. Si elle est là, est-ce que Patricia est là? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Ok. Bonjour, bonjour, Patricia. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Em, yo me voy a referir a Carmen sobre todo en un punto muy especial que tiene que ver con Colombia y con América Latina Norte. Em, Carmen deja una huella muy importante en el psicoanálisis. Logró impactar y transmitir compasión. Desde que nos conocimos en París, en los espacios analíticos, compartí con ella muchos momentos. Yo estuve entre el 88 y el 91 y también estuvimos en Barcelona, pues yo estuve al mismo tiempo en el 98 y en el Hotel La Habana. Era una persona que no cedía en su deseo. La recuerdo como una mujer muy decidida respecto a la transmisión del psicoanálisis. Atinada, inteligente, siempre elaboraciones muy orientadoras. Su estilo de transmisión tuvo gran impacto para nosotros.
porque articulaba y explicaba muy bien la teoría. Esos espacios fueron verdaderamente enriquecedores, tanto para mí como para la comunidad analítica. Lo digo porque tenía un lazo muy particular e importante con América Latina Norte. No solo porque compartíamos el idioma, sino porque era especialmente expresiva e intensa. Nosotros de Colombia hubo varias personas que fueron a formarse a Francia y ellos iniciaron con la Fundación Freudiana de Medellín en 1985. Más tarde, con la creación de la MP en el 92, el delegado general nos propuso la vinculación directa, lo que implicaba una apertura con la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, no solamente para Colombia, sino también para Ecuador y Centroamérica. Se creó la ACFC de Colombia y se transformó la organización de Fundación Freudiana de Medellín que teníamos antes. Esa posibilidad nos había abierto una puerta hacia la escuela y hacia el PASE. Sin embargo, en Barcelona, en el 98, hubo una reunión de los colombianos con Miller que no fue nada fácil. Había dicho que era un cuarto de hora y finalmente él habló mucho rato. Nos llamó tulusanos y nos dijo que no nos podían garantizar, algo que ahora me pregunto qué quiere decir. Pero cuando regresamos de Barcelona, recibimos una carta de la Escuela de Caracas diciéndonos que no nos podían garantizar, o sea que se nos cerraba la puerta. Y en ese año, en noviembre del 98, invitamos a Carmen Gallano a Medellín a dictar un seminario. El seminario se llamaba La Alteridad Femenina. Pero fuera de que fue un seminario donde asistió mucha gente y fue muy bueno teóricamente, pudimos tener con Carmen, los que estábamos de Colombia en ese momento aquí en Medellín, intercambios que nos ayudaron a pensar los asuntos institucionales en ese difícil momento de el paso de la MP a los foros. Ella tenía una trayectoria política muy importante y tenía una especial convicción respecto a los foros. Para ella era necesario preservar el discurso analítico. En ese momento la propuesta que se gestaba era a nivel internacional grupos mínimos de 5 personas para iniciar un trabajo. En varias conversaciones nos explicaba el significante foro como un espacio de debate, sin una línea vertical, como algo que se construye colectivamente. Creo que ella percibió nuestra vacilación en relación a lo que habíamos apostado tanto tiempo con la Escuela del Campo Freudiano. Finalmente,
ese momento fue muy importante para nosotros en las decisiones, digo, para los que estábamos aquí, en esa decisión de pasar a los foros. Eso me parece que es algo muy importante que tuvo que ver con nuestra historia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Merci Patricia. Et vous nous avez rappelé, une chose que, au fond, certainement que ceux qui n'étaient pas là à l'époque, n'ont peut-être pas capté, même s'ils ont lu, notre livre, La psychanalyse, pas la pensée unique. C'est qu'il y a eu un grand chantage à l'école et une grande propagande auprès de chacun pour leur dire: «Vous n'aurez plus d'école. Si Mhm. vous allez de l'autre côté, vous n'aurez plus d'école, vous n'aurez plus de passe et du coup, vous n'aurez plus de clientèle, vous serez perdus». Hein. Oui, J'avais exacto. pas ça présent en tête, mais c'était un chantage, mais un chantage appuyé sur des décisions bien concrètes. Mhm. Les écoles, il avait décidé d'en fermer l'accès à toute Mhm. personne qui ne serait pas décidément, de son côté, hein. Donc c'est pas mal de se rappeler un peu, ces choses. Merci. Je me demande si Louis Siskovitch est arrivé. Il se manifesterait, vous le sauriez, Lucile? Effectivement, je ne le trouve pas. Effectivement, je ne le trouve pas. Bon, Je il suis a là. Ah, c'est pas ah! Simon Escovitch. OK, allez-y, ouvrez votre micro alors. Alors donc, si Louis est là, je vais mettre intervenant, je vais le voir. Non, je ne vois que Lucile. Vous avez En votre flash. ah ça y est, très Je suis bien. sur Bon, flash. oui, d'accord, on vous voit là maintenant, et donc je vous passe la parole, Louis, et je passerai ensuite la parole à José Montseny, d'Espagne. Allez-y. Oui, merci. Je vais parler à mon nom, puis au nom de quelques collègues qui sont autour de moi, ici à Venise, qui ont connu Carmen Galano, qui est venue plusieurs fois et qui m'ont demandé de transmettre un message de comment elle était appréciée ici à Venise à chaque fois qu'elle est venue. Une fois dit ça, comme j'ai peu de temps, je vais parler dans la langue que j'avais avec Carmen, l'espagnol. D'autant plus qu'il y avait quelque chose qui a été au départ un petit malentendu qui a orienté notre relation, puisqu'on a commencé en français. Comenzamos con Carmen entonces a hablar en francés. Fue suficiente algunas frases para darnos cuenta que uno y el otro, nuestra lengua común era el castellano, y a partir de ahí nos reímos y continuamos la relación. Esto fue en el año 1987. Carmen era muy solicitada para venir a hablar en las jornadas de la Escuela de la Causa, era antes de la MP, y lo que me llamó la atención desde ese momento, desde esa conversación, y quedó fijado para siempre, quizás ya han hablado antes, yo no pude estar conectado desde el principio, es la pasión de Carmen. Una pasión que no era una pasión monotemática y tampoco una pasión que estaba al servicio de su nombre. La pasión de Carmen era por todo lo que ella decía, con un intento igual de exigir del otro la demostración de lo que estaba diciendo. Esa pasión fue interpretada, me parece, erróneamente, de un modo negativo por Miller,
seguramente está en el libro El psicoanálisis y no la pasión única, cuando refiriéndose a los tres de Madrid que están en la foto, ella, Vicente Mira y Francisco Pereña, dijo Milar, los tres de la mala leche. Los tres de la mala leche se puede decir les trois de mauvais poil, les trois qui se mettent contre. Los tres de la mala leche era para indicar una pasión negativa, una pasión de decir que no al amo. En realidad, Carmen no tuvo nunca esa pasión de decir no al amo. Era una pasión que era una pasión de exigencia que la demostró clínicamente. Hay un caso muy interesante que recomiendo para leer a todos aquellos que puedan encontrar el caso porque es desde hace mucho tiempo, donde habla de un caso de psicosis presentado a partir de alguien que habla a partir de proverbios. Sumamente interesante, como siempre, hecho de un modo metódico y serio, y es esa misma seriedad que yo encontré en cada uno de los encuentros que tuve con ella. Por lo tanto, lo que puedo decir de Carmen es que nos unió una amistad seria y al mismo tiempo una amistad exigente. Hemos compartido carteles del pase con Carmen y se manifestó del mismo modo esa misma pasión para intentar dar cuenta de lo que ella pensaba, pero al mismo tiempo la sensibilidad de lo que el otro podía decir en relación a lo que ella, para ella, se afirmaba de un modo tan pasional. Por lo tanto, era un modo de finalmente de afrontar las cosas con un estilo, de un querer saber decidido, pero también teniendo en cuenta cuál era la posición del otro. Se reflejó eso cada vez que la encontré en el Colegio Clínico de Madrid. Cada vez que el otro intervenía, jamás Carmen intervino contradiciendo a partir de una idea que se le cruzaba a la cabeza. Siempre metódicamente intentaba dar razón de lo que ella decía, exigía la razón por parte del otro. Y finalmente, para concluir, puedo decir de que algo nos unió con Carmen, que es esa pasión que ella tenía por intentar que el otro demuestre finalmente el fundamento de lo que está diciendo, también se tradujo a nivel institucional. Carmen era alguien completamente decidido contra el pensamiento único. Me quedo acá. No se escucha. Je ne peux pas entendre. Votre micro, Colette. Ah oui, oui. Excusez-moi. Excusez-moi, oui, oui. On est en train, au fond, plus ou moins de souligner, au fond, 2 aspects, de Carmen. Il y a Carmen comme personnalité, si sympathique, et cetera. Et puis il y a la dimension politique, de la vie de Carmen, qui nous ramène, nous, au moment politique qui est le moment fondateur des forums, hein. Et c'est la double dimension de tout ce que nous pouvons, dire aujourd'hui. Alors, cette dimension, politique, du moment fondateur des forums, c'est une question, c'est un des buts de cet hommage, d'en ranimer un petit peu la présence,
d'y ramener un peu notre considération. Parce que bien entendu, comme on sait, l'histoire s'oublie. L'histoire s'oublie et avec l'histoire événementielle, ce qui s'oublie, c'est aussi les fondements et comme le disait Marc au tout début, j'ai apprécié spécialement ça, heu, la crise de 98 ne peut pas se reproduire de la même façon, c'est sûr, mais un homologue peut parfaitement, revenir avec les mêmes problématiques, les mêmes luttes et cetera et donc heu, Louis, en disant combien Carmen avait la passion de l'argumentation, nous rappelle aussi cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans un moment où aucune argumentation n'était plus possible, ne pouvait faire le poids, ne pouvait valoir. C'est ce que notre délégué général appelait le moment manichéen. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre, mais les raisons ne comptent plus. Mmh. Donc merci pour cet accent, Louis. Maintenant, je voudrais passer, la parole à, José Montseny de Barcelone. S'il est là, je pen il y a une main levée, je ne sais pas qui c'est. iPhone de Aldo. Est-ce qu'il y a un Aldo qui lève la main? Pas de Pas de réponse. réponse, pas de réaction, ça doit être une erreur. D'accord, pourtant elle vient de se lever. Donc voilà. Oui, c'est un téléphone, ça doit être assez facile de monter la main sans s'en rendre compte. D'accord, Je d'accord. tape. Alors, Pep Montseny, est-ce que vous le voyez, Lucile? Je l'ai vu tout à l'heure. Je sais qu'il est là. Et je suis à votre côté. Ah, voilà, on Dans vous le voit. monde virtuel, nous sommes à côté l'un de l'autre. Ah bon. Dans la Ah virtualité. oui, sur l'écran, vous voulez dire, d'accord. Ah ouais. Bon, ben, alors merci. Donc je vous passe la parole et vous allez être le dernier à parler de cette table. Gracias, Colette. Para mí es difícil aún hablar de Carmen. Es un poco demasiado pronto. Y más aún hablar brevemente de una relación que duró más de medio siglo, compartiendo una misma causa y compartiéndolo desde las mismas trincheras. Y no solo como profesionales, sino como amigos. Estaba, desde que sucedió, que nos dejó enmudecido por su pérdida. Perder a la vital e impulsiva Carmen me parecía un imposible, y la tarea de asumirlo se me presenta ardua y dilatada en el tiempo. Que Lacan, en los seminarios de Hamlet, dice que un duelo implica para un sujeto la puesta en movimiento de todo su universo significante. Y de entrada, a mí, algo de eso me ha sucedido. Y de ese universo significante, curiosamente, el punto primordial que surgió primero fue el momento de la crisis del 98. La carta de los 13 y la respuesta que Carmen hizo a la carta de Eric Roland. Fue lo primero que vino a primer plano. Como sabía que de la vida analítica en nuestra institución hablaríamos todos, poco o mucho, me propuse hablar de algunos elementos más personales, de forma que de alguna manera y brevemente trataré
como un título que tiene un aire de película, 3 momentos de la vida personal y uno de la vida psicoanalítica. El primer momento personal que quiero participar fue cuando en 1973 yo trabajaba en un hospital psiquiátrico y vinieron, al cabo de un año que yo estaba allí, 2 nuevas colegas, Carmen Gallano y Clotilde Pascual. Para mí fue un impacto. La primera anécdota que sucedió fue que en la sala de guardias, donde además era la celita de estar del cura del manicomio, apareció el libro dejado encima de La función del orgasmo de Wilhelm Reich. A todas luces me pareció un gesto provocativo por el contexto en el que aparecía. Supuse que lo había hecho Carmen. Luego explicaré por qué lo supuse. Se lo dije. Y ella, con una sonrisa socarrona, ni me afirmó ni me negó. ¿Por qué yo pensé que Reich lo había puesto ella? Porque desde el primer momento había algo en ella que me coincidía con la cierta idea que hasta entonces yo tenía de Wilhelm Reich. Un psicoanalista que agujereó el mundo político recordándoles que al marxismo le faltaba algo que había descubierto Freud. Y a la inversa, agujereando el campo analítico, diciendo que de alguna manera había algo de la dimensión política que la IPA en cierta forma tendía a soslayar. Carmen desde el primer momento me transmitió esa idea. Ella no estaba por el estancamiento de nada. Y no había nada más estancado allí que el manicomio y la religión. Fue un tiempo intenso de luchas. Estábamos muy bien, como diría yo, conviviendo con los 3 discursos, la antipsiquiatría, el marxismo y el psicoanálisis. No nos hacían estorbo el uno al otro de ninguna de las maneras. Parecían en ese momento, por la coyuntura, complementarse y articularse de una manera casi natural. Segundo momento del que quiero hablar. En esa época, cuando ya habíamos entrado en contacto con el campo freudiano, con los analistas de París habían empezado a ir a Barcelona y nosotros habíamos ido a realizarnos a París, un grupo de colegas, 6, fuimos de viaje a Tanzania un verano. Cruzábamos el Serengeti y pasábamos horas y horas en el tratando de cazar con fotos, animales y viendo paisajes maravillosos. Pero Carmen me estaba dando al mismo tiempo una lección política maravillosa. Comprendí quién había sido Julius Nyerere, qué había significado para Tanzania, cómo aquel maestro de escuela había unificado y creado una nación, haciendo la unidad de 3 mundos culturales diferentes: el hindú, el africano y el europeo. Y de manera muy interesante, cuando llegábamos a Stone Town, íbamos corriendo para ir al hotel que nos habían explicado que sería muy especial y a la playa, pero Carmen dijo, no, yo antes de ir al hotel tengo que ir a visitar el Museo sobre la Esclavitud. Hay un museo interesantísimo que yo no vi, Carmen sí, y creo que Pilar Dassi también la acompañó. Quiero decir con eso que ella tenía siempre el radar puesto sobre la dimensión política en cualquier momento de su vida. Lo político era una constante en ella. Tercer momento, y voy a terminar los momentos de la vida fuera del campo analítico. Unas vacaciones en verano en nuestra casa en Cadaqués. Solíamos pasar las vacaciones siempre con barca, mar y sol. Pero cuando Carmen Gallano llegó, eso se convirtió en reuniones con artistas, directores de cine, escultores, tal. Esa para mí era otra constante en la vida de Carmen, la pasión por el arte.
pero no la versión del diletante. Siempre tenía una, como decía ella, una visión crítica, elaboradora. Fue una noche maravillosa que pasamos con ella. Y voy a parar ahora ya a un momento de nuestra vida compartida dentro del campo analítico y ya terminaré. En 1998, en la escisión, Carmen vio con relativa prontitud, al menos más rápido que yo, el doble rasero del discurso de Miller. Carmen, yo lo sabía muy bien, tenía en la MP un futuro sobresaliente asegurado. Me consta que Miller trató vanamente de conquistarla para él. Lo hablamos algunas veces, de las invitaciones, de las argumentaciones que Miller le hacía, incluso de un sistema que Miller también tenía para envolvernos algunos, que era tratar de envolvernos con un eros familiar, darle una dimensión familiar a ciertas reuniones. Miller, Judith y algunos de nosotros. Era una de sus maneras. La usó intensivamente con Carmen. A mí lo que me sorprendió es la manera en cómo, a raíz precisamente del enfrentamiento que Miller hizo de la Carta de los 13, la rapidez y la rigurosidad y puntillismo con que Carmen fue desmontando todos sus trucos argumentales. De manera que quedó en evidencia para mí, que en aquel momento era difícil porque yo estaba dentro del consejo de la EP y al mismo tiempo estábamos organizando la jornada en Barcelona. Pasábamos horas y horas todo el día metidos en las tareas de ese enorme evento. Y eso no me dificultaba la tarea de estar inmerso, pero sí la tarea de estar escuchando a ese tum-tum, ese que se oía de crisis y que nos llegaba. Pero fue leyendo y viendo la actitud de Carmen cómo de alguna manera se me fue haciendo completamente visible que no era una crisis cualquiera. Miller se vio incluso llevado a tener que decir algo que iba contra todo lo que estaba haciendo. Dijo, finalmente sí, hay algo de personal. Porque Miller envolvía todo ese problema de nuestra escisión con los grandes argumentos del funcionamiento de las instituciones, el estancamiento que se había producido, que llegó a Lacan a disolver su escuela, y ahora podíamos estar de nuevo en un estancamiento, y entonces esto, toda una gran, para, como de alguna manera señalaba Colette, de alguna manera apuntar a cuestiones que eran pasiones suyas, resoluciones de opciones que él tomaba, por razones que nosotros, la mayoría, habíamos vislumbrado ya, pero que quedaban envueltas en toda esa retórica brillante. Carmen desmontó uno por uno sus argumentos para llegar a la cuestión de decir, cuando usted nos dice a los de Madrid, esto tal, esto cual, esto cual, esto cual, eso se reduce a un o ustedes o yo. Así lo puso de claro. A mí eso me tocó. Eso me hizo ver dolorosamente que probablemente estábamos ante una crisis que hacía inevitable una escisión. He de decir que para mí era muy doloroso, pero tengo que decir que eso mismo, y por eso me parece tan valioso ese momento, abrió una ventana a poder pensar por primera vez que quizá otra escuela era posible. Y no solo posible, sino deseable. Oui, bon, merci. Termino por una cuestión, Colette, solo una cuestión. Oui. Mm. Habiendo aprendido eso de 1998, donde se puso en evidencia que era muy importante, de alguna manera, la crítica de no dejar los replanteamientos en la pura retórica,
pero tampoco dejarnos llevar a la pasión imaginaria entre una y otra. Tiene que haber una ética de poder cuestionarnos las escuelas sin caer en ninguno de esos polos extremos. Digo esto porque me parece que siguiendo el homenaje grande que le podemos hacer a Carmen y a otros que nos han precedido es tratar de hacer nosotros con los foros en algún momento algo parecido. Mm. Replanteamiento de en qué punto estamos, esa famosa actualidad. Carmen adoraba una frase de Lacan que está al final de Función y Campo de la Palabra. La conocemos todos, aquel que renuncie todo aquel que no sea capaz de unirse al espíritu de su época. Y creo que ahora sigue tan vigente como entonces. Para nosotros hay el espíritu de esta época que debería de plantearnos, creo que sería bueno que lo hiciéramos, huyendo de esos dos extremos, una misa al día, una puesta al día de nuestra escuela y también una puesta al día de una reflexión sobre ¿cómo se dice eso? La actualidad. Esa Mm. actualidad que se presenta con el tecno-trumpismo y que algo de alguna manera nos va a afectar, queramos o no. Gracias. Merci, merci, José. C'est Antonio ici. C'est Vous bon. m'écoutez? Ah, bonjour Antonio. Collègue, Oui, je est-ce vais que vous c'est passer. possible? Parce que je suis dans une pause, dans un grand événement ici au nord-est du Brésil. D'accord, oui, Si je entendu. peux intervenir maintenant. Ben, je vais vous passer la parole alors rapidement. Je dis juste un mot à la suite de ce que vient de dire José Montseny. Il est vrai que Carmen est une de celles qui a le plus parlé avec Miller. Et parmi les 3 que Luis évoquait, les 3 Malaletsche, Vicente Mira, Pereña et Carmen Gaiano, c'est Carmen qui parlait avec Miller. Et vous me rappeliez qu'elle me racontait, elle m'a pu me raconter plusieurs fois, mais une fois spécialement, une nuit entière jusqu'à 4 heures du matin, où Miller lui expliquait qu'ils étaient en effet Malaletsche, mais au sens français, pas nourris au bon lait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été lui demander une analyse à lui. Oui, C'était ça son c'est ça. gros problème. Ouais. Donc et Carmen, d'ailleurs d'une façon un peu, c'était inutile d'argumenter avec Miller, complètement inutile. Mais elle voulait argumenter, elle continuait à argumenter, en vain, je dirais, en vain, avec passion, en effet, avec passion. Bon, alors, bah, c'est formidable, Antonio, que vous ayez pu vous connecter maintenant. J'avais annoncé que vous parleriez à 5h30, mais si c'est maintenant, c'est très bien. Donc ça laissera, la dernière séquence, avec nos amis, seulement les amis espagnols et je vous passe tout de suite, la parole. Muchas gracias, Colette. Yo voy a hablar en español, en homenaje a Carmen, en mi portuñol. Bien, es con gran honor y placer que yo estoy acá. Muchas gracias por la invitación. Carmen fue muy importante en Brasil, su enseñanza, sus textos, ha venido algunas veces, su cariño, con su alegría, con su personalidad. Y es una persona siempre muy encantadora y como ha dicho Montseny, muy política, siempre el pensamiento político, siempre articulado con el psicoanálisis y muy atenta a lo que pasaba en Brasil, de todo, como una interlocutora realmente formidable que fue Carmen para nosotros, yo digo en general, para los brasileños. Tuvimos la traducción de un libro de ella que era La alteridad femenina, y donde tiene otros textos donde hace mucho la articulación entre el tema de la mujer, de las mujeres, con el mundo contemporáneo y siempre de una manera muy fuerte, interesante. Bueno, es claro que la crisis de la MP,
hubo algo que nos acercó mucho, fue a partir de la carta de Miller a Colette Soler, cuando ella estaba acá en Brasil, hipócritamente la pidiendo para salvar la MP, que él comparaba a el Titanic. Y decía, en esa carta decía que había 3 huecos en la MP que estaba cayendo al fondo del mar, que los huecos que estaban destruyendo la MP, Titanic, que era Río, Toulouse, Madrid. Y nombraba, las nombraba como Pierre Bruno, Antonio Quiné, Pierre Bruno y Carmen Gallardo. Y Pereña que estaba ahí también, ¿no? Entonces, me parece que Carmen, por lo que la conocía, yo había escuchado un poco, que escuché un poco de ustedes, era como una grande Antígona. No se escucha porque hay un barullo. Il y a un bruit. Oui, moi j'entends pratiquement pas, il y a un bruit de Oui, fond. oui, je m'en occupe, j'ai commencé à m'en occuper, mais il y avait plusieurs personnes qui avaient allumé le micro. Et c'est bon, tout va bien. OK, merci. C'est bon. Seulement para repetir, yo creo, bien, en la carta que Miller ha enviado a Colette Soler cuando estaba en Brasil en la época de la crisis, Miller ha nombrado la MP como el Titanic con 3 huecos, Río, Toulouse, Madrid. Y nombradamente tenemos a Antonio Quiné, Pierre Bruno y Carmen Gallardo a Madrid. Eso nos acercó mucho. En nuestra Antígona española, siempre muy vehemente contra el tirano, que se ponía siempre a partir de la ética del psicoanálisis contra todo que sentía como algo de tiránico. Y claro que Miller era el representante de Creón en esa época, claro. Y bien, yo quería aquí muy rápidamente traer algunas palabras y pensamientos de Carmen que como me dice Pereña, siempre muy política, de un texto que Claramesa ha publicado en un libro sobre la ética y política del psicoanálisis, el texto de Carmen, que me llamó la atención, algunas cosas que junta lo que Monseni ha terminado su habla hablando sobre la importancia de la actualidad, de la subjetividad del espíritu de época, que en verdad la expresión es subjetividad de la época, y que es un texto de Carmen Gallano, que salió en un libro que fue publicado el año pasado en Medellín por Clara Mesa. Su texto se llama Las incidencias políticas del psicoanálisis en el mundo contemporáneo. Entonces yo quería traer algunas pequeñas frases e ideas de ella para traer su pensamiento un poco vivo. Empieza diciendo que la mayoría de la gente piensa que el psicoanálisis no tiene nada que ver nada tiene que ver con la política. Ella diagnostica que eso es el problema porque los psicoanalistas están inmersos en el mercado de las terapias. Es su diagnóstico. De un texto que, bueno, yo creo que es de 2012, 2013, no sé muy bien. Y él trae el tema de la subjetividad de la época muy claramente, diciendo que la subjetividad difiere en cada época e incide en el inconsciente, y que el inconsciente, en su parte de aluvión significante, de saber de la lengua no es ahistórico, difiere en cada cultura, injerte el humus humano en la historia de un pueblo. Y por otro lado, en la subjetividad habita el sujeto del inconsciente, que es intangible más allá de los efectos del sentido del lenguaje. Eso me pareció muy interesante y ella aborda ahí la nueva etapa del capitalismo, que es la que vivimos, que es la configuración neoliberal de lo humano, con el tema del
en el careado empreendedor de sí mismo, que el sujeto exitoso neoliberal se mantiene como depredador de los otros. Y hace todo un desarrollo sobre ese tema de la subjetividad neoliberal, que es muy interesante, y también el tema de lo real en eso, que no dice que no por sufrir mucho se subjetiva, que lo real que nos aflige no es ajeno a nuestra maltrecha condición social. Lo real que nos escribe como imposibilidad y límite en el discurso capitalista retorna cayendo sobre la población en lo que no es excesivo llamar, como con los sociólogos, una expresión muy fuerte, a mí me parece interesante, el genocidio social. Sabemos como el significante genocidio hoy en nuestra época está tan fuerte, ¿no? El genocidio étnico, el genocidio social, toda la temática del genocidio, y Carmen trae ahí en su texto ese término de genocidio social que me parece muy interesante. Y se pregunta que asistimos a las trabas de la neurosis a la hora de despertarse a la verdad, que eso puede llevar al deseo de cambio político. Y trabaja ese tema que yo creo que no se refiere exactamente, que él acá ha dicho que la solución de uno no va sin la salida de todos para el discurso capitalista. Entonces, ella piensa en esa posibilidad de que cómo hacer para algo que pueda ir a favor de un cambio político. Entonces, eso me parece interesante y que ella intenta analizar cómo el sujeto del inconsciente exprime sus síntomas dentro de la subjetividad de la época. Y bueno, cuando ha escrito, ha hablado del estrés, de la ansiedad, y podemos nos preguntar hoy si no hay el tema del burnout, se dice burnout, el Oui, burnout, que se dice mucho acá en Brasil, el burnout, que uno no consigue parar de trabajar, que como un síntoma así. Entonces, es un pequeño resumen de algunas ideas de Carmen con el tema de la política y de la psicanálisis, que me pareció interesante traer para dejar viva la contribución de Carmen. Gracias. merci Antonio. Au fond, Carmen a développé là la thèse de Lacan sur ce qu'est la subjectivité de l'époque, puisqu'il a C'est ça. là-dessus une formule unique, l'objet A au zénith social, c'est-à-dire le plus de jouir comme commandant chaque sujet du monde actuel. Et ça, c'est la formule concentrée théorique. Après, si on développe, en effet, on a tous les effets, stress, précarité, et cetera. Mais au fond, le fondement, c'est ça. À la place du signifiant maître, maintenant, il y a le plus de jouir. Pour tous. C'est ce que j'appelle, moi, une égalité paradoxale. Bon, c'est pour dire que Carmen était sur le fil, effectivement, de ces discussions fondamentales du caractère, intrinsèquement politique de la psychanalyse. Et de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle fait dans ce monde-là, tel qu'il est. Merci Antonio, en tout cas, et merci d'avoir été là, à cette heure-ci. Notre table doit se terminer puisque maintenant c'est Sol Aparicio qui va prendre le relais pour la table que nous avons confiée à ses amis espagnols. Donc Sol, je vous passe l'animation de la table qui vient.